L'échographie s'est démocratisée il y a plus de 40 ans. Mais le diagnostic médical a connu un autre progrès majeur il y a une vingtaine d'années. Il est devenu possible d'avoir des images vidéo de l'intérieur du corps en ne faisant aucune incision ou seulement de toutes petites. Pourtant, un enregistrement vidéo, ça demande de la lumière et la peau n'est pas transparente. La technologie qui permet d'amener de la lumière dans le corps puis de la ramener jusqu'à un capteur vidéo s'appelle la fibre optique. Elle est bien sûr transparente, et elle est construite de manière à ce que la lumière suive la fibre, même lorsque celle-ci n'est pas droite. Attendez, pas droite, vous voulez dire courbe? Eh oui, oui, la particularité de la fibre optique, c'est qu'elle permet à la lumière de voyager en suivant les courbes des voies naturelles du corps. Alors, c'est plus vrai dans certaines fibres que dans d'autres. Cependant, dans le cas que nous allons développer ici, la courbe finalement obtenue est en fait une succession de petits segments rectilignes. Vous avez découvert au collège que dans un milieu transparent, homogène et uniforme, eh bien, la lumière se propage en ligne droite. Pourtant, il existe une situation dans laquelle la lumière ne se propage pas en ligne droite, lorsqu'elle passe d'un milieu transparent à un autre. La différence de vitesse de propagation entre les deux milieux provoque un changement de direction de la lumière. Voici un faisceau laser qui passe d'un premier à un second milieu dans lequel la lumière va moins vite. Pour le moment, aucun changement de direction n'est visible, tout simplement parce que je n'ai pas encore paramétré les vitesses. On est à 300 000 km par seconde dans les deux milieux. Ce que je veux d'abord vous montrer, c'est comment on repère la direction de la lumière. Il y a un vocabulaire précis à connaître. Le point où le rayon atteint la surface de séparation s'appelle le point d'incidence. La direction du rayon est repérée par l'angle qu'elle fait avec une droite particulière, perpendiculaire à la surface de séparation et appelée droite normale. L'angle à l'arrivée de la surface, ici coloré en jaune, s'appelle l'angle d'incidence. Sa valeur maximale est de 90 degrés. Au-delà, la source n'est plus dans le milieu 1. L'angle d'incidence est alors repéré de l'autre côté. Bon, après la traversée de l'interface, l'angle que fait le rayon avec la droite normale s'appelle l'angle de réfraction. Quoi? Réfraction. C'est le nom du phénomène de déviation de la lumière lorsqu'elle change de milieu de propagation. Il est temps de vous la montrer, cette réfraction, n'est-ce pas? Alors, la voici. Ça y est, je viens de changer la vitesse de propagation dans le milieu 2. L'angle de réfraction est désormais différent de l'angle d'incidence, sauf dans un cas spécial, lorsque l'angle d'incidence est nul. J'ai passé sous silence un second phénomène que je dois maintenant vous montrer. Il s'agit de la réflexion. Lorsqu'un rayon de lumière frappe la séparation de deux milieux transparents, une partie de la lumière traverse et se trouve déviée, mais une autre partie repart en restant dans le milieu de départ. On dit qu'elle est réfléchie. Il y a donc en réalité trois rayons à observer. Le rayon incident, le rayon réfracté et le rayon réfléchi. On constate alors trois choses. D'abord, que l'angle de réflexion et l'angle d'incidence sont identiques. Ensuite, que dans le cas étudié ici avec la lumière qui ralentit, l'angle de réfraction est plus petit que l'angle d'incidence. En ralentissant, la lumière se rapproche de la droite normale. Enfin, il existe dans ce cas un rayon réfracté et un rayon réfléchi pour toutes les incidences possibles, c'est-à-dire toutes les incidences comprises entre 0 et 90 degrés. Dans le cas de la lumière passant dans un milieu où sa propagation est plus rapide, les choses sont différentes. On constate que désormais, l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence. On retrouve les rayons incidents, réfléchis et réfractés, mais on constate que le rayon réfracté est plus écarté de la droite normale que le rayon incident. Du coup, si on augmente l'angle d'incidence, l'angle de réfraction atteint la valeur 90 degrés bien avant l'angle d'incidence. Et ne pouvant pas être dévié davantage, la lumière cesse alors d'être réfractée, et le rayon réfracté disparaît. Si l'angle d'incidence dépasse la valeur pour laquelle l'angle de réfraction vaut 90 degrés, alors seule la réflexion se produit, et on appelle cela la réflexion totale. La fibre optique est construite de manière à ce que les rayons de lumière qui y pénètrent soient pour la plupart dans les conditions de la réflexion totale. On a donc deux régions, l'une centrale appelée le cœur, et l'autre périphérique appelée la gaine, et la vitesse de la lumière dans la gaine est supérieure à celle de la vitesse de la lumière dans le cœur.
Une enveloppe de protection entoure l'ensemble, et les rayons qui ne sont pas exactement dans l'axe de la fibre subissent une réflexion totale en arrivant à la jonction cœur-gaine, et ne perdent quasiment pas d'intensité à chaque réflexion. Le cas de la fontaine lumineuse avec un rayon de lumière pris dans un filet d'eau permet de visualiser cette situation. L'eau joue ici le rôle du cœur de la fibre, puisque l'eau s'y propage moins vite, et l'air joue le rôle de la gaine. Le rayon de lumière subit alors une succession de réflexions totales qui lui permet de rester dans le filet d'eau et de suivre sa courbure. Il en va de même à l'intérieur d'une fibre optique.